Coq, qui est professeur d'histoire-géographie à la fois au lycée et à l'université, dont le champ de recherche repose sur deux principaux pieds, si je peux m'exprimer ainsi, et vous corrigerez le cas échéant. À la fois, en fait, la fabrique scolaire, donc l'histoire de l'enseignement et de l'enseignement de l'histoire, et aussi l'histoire coloniale, tant dans son enseignement, notamment, et de la manière dont il est enseigné. Ce qui pourra être justement le cas, une opportunité pour vous et pour nous de confronter comment cet enseignement colonial, du fait colonial, se confronte avec l'universalisme républicain. Mais avant de dire ça, ce qui est intéressant avec Laurence de Coq, c'est bien donc à la fois ce parcours universitaire, mais aussi cet engagement militant qui est le vôtre, puisque vous avez présidé et vous êtes encore, je crois, vice-présidente du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Je ne le suis plus. Voilà, petite correction. Et vous animez, puisque vous l'aviez fondé aussi, le collectif Aggiornamento. Donc, dans la bibliographie, je conseille La fabrique scolaire de l'histoire, publiée l'année dernière, puisque c'est la deuxième édition revisitée et augmentée, et en vente à l'extérieur, donc la publication de votre thèse dans la classe de l'homme blanc. Et donc c'est justement ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment cet enseignement de l'histoire, du fait colonial, se confronter avec l'universalisme républicain, comment on fait pour justement ne pas avoir un universalisme de surplomb, mais un universalisme de ressemblance, le cas échéant. Merci beaucoup Julien. Ça va là? Oui. Merci beaucoup aussi à la LDH pour votre invitation. Merci de ce que vous faites, surtout merci de qui vous êtes et merci de votre courage, parce que vous êtes l'une des rares organisations à ne rien lâcher sur ces questions-là, et Dieu sait si ça vous vaut, comme à moi d'ailleurs, quelques coups. Donc merci aussi de me permettre et de nous permettre un certain nombre cette protection. Je vais en effet essayer de vous montrer comment l'enseignement du fait colonial vient régulièrement chatouiller la question de l'universalisme républicain. Comment cet enseignement du fait colonial met en tension obligatoirement la question de l'universalisme républicain dans l'école. Alors évidemment, comme j'ai une casquette d'historienne, je vais un petit peu vous jalonner les principales étapes qui font qu'on en est arrivé aujourd'hui à non plus une tension, mais on est passé, je dirais, de la tension, qui est plutôt assez saine, à la crispation dont nous avons du mal à sortir aujourd'hui. Alors d'abord, pour poser quelques jalons chronologiques, l'école de la République n'est pas née avec Jules Ferry, mais ce serait un petit peu long de revenir là-dessus, mais c'est vrai qu'on aime bien prendre Jules Ferry, surtout quand on parle ou quand on couple la question coloniale et celle de l'école, parce qu'évidemment, vous avez un personnage qui regroupe un petit peu les deux. Mais enfin, tout ça est un petit peu simpliste, généralement, de dire l'école de la République est une école coloniale. Ça ne se passe pas exactement comme ça. Ce qu'il y a de sûr, en revanche, c'est que l'enseignement du fait colonial, la colonisation, l'histoire coloniale, pendant très longtemps a servi, Jean-Loup Ancel l'a rappelé, mais a servi la mission de l'universalisme républicain. Il est clair que dans ce que l'on appelle le roman national, la place du colonial est absolument majeure. Elle est majeure car elle permet de montrer à quel point cette France, grande civilisation, a eu raison d'exporter ses principes vers d'abord le Nouveau Monde, comme vous le rappeliez, et puis ensuite vers l'Afrique et notamment l'Afrique du Nord et l'Asie. Donc ce roman colonial est complètement partie prenante de ce roman national, et pendant très longtemps, on l'oublie, mais les élèves en France ont appris des pages entières de cette histoire coloniale qu'ils connaissaient beaucoup mieux, si j'ose dire, alors évidemment avec un axe un petit peu problématique, mais qu'ils connaissaient beaucoup mieux que celle d'aujourd'hui, puisque ça couvrait 30 à 40 pages dans certains manuels scolaires, notamment dans le secondaire. Ça, c'est la première chose. Cela ne veut pas dire que cette école de la République, sous la Troisième République, n'a pas été en prise immédiatement avec des premières tensions inhérentes à la place de la diversité culturelle dans la nation française.
Première tension d'abord parce que la France du XIXe siècle est une France mosaïque. Je vous le rappelle que c'est une France dans laquelle du nord au sud les enfants ne se comprennent pas. Et donc c'est assez intéressant de voir que le roman national et donc le roman colonial à l'intérieur du roman national va servir ce projet d'homogénéisation nationale qui est porté par le roman national. Mais cette place des particularités culturelles, elle travaille déjà à l'école de la République. Déjà, les gens qui la pensent, les gens qui la construisent se disent comment est-ce qu'on va faire avec cette diversité de langues, justement, avec cette diversité de croyances, avec cette diversité de coutumes. Et puis les colonies, bien entendu, travaillent énormément cette question de l'homogénéité culturelle. Alors souvent on dit, ah oui, d'ailleurs c'est ce que disent certains des coloniaux, souvent on dit, ah ben voilà, on a enseigné pendant très longtemps au Sénégal, il y a 2000 ans, notre pays s'appelait la Gaule et ses ancêtres les Gaulois. Vous savez, c'est la première phrase du récit national. Mais évidemment que non. Vous savez, selon un fameux précepte que je répète souvent à mes étudiants ou à mes élèves, les hommes d'hier n'étaient pas plus bêtes que les hommes d'aujourd'hui. Et donc quand vous avez en face de vous des élèves, d'ailleurs qui n'étaient pas nombreux, parce que l'école, ce n'était pas non plus une vaste scolarisation de masse, mais des élèves qui sont tous de peau noire, des petits élèves sénégalais face à vous, et que vous êtes un instituteur fraîchement nommé, vous avez compris que vous n'avez franchement pas intérêt d'arriver de leur dire, il y a 2000 ans, votre pays s'appelait la Gaule et ses ancêtres les Gaulois. Donc en fait, dès le début, il y a eu des adaptations. Il y a eu ce qu'on a appelé des adaptations de cet enseignement dans les colonies. Et ces adaptations, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'évidemment, elles remontaient après à l'échelle centralisatrice. Et donc, vous aviez des prescripteurs, des gens chargés d'écrire les programmes qui se disaient, ben oui, effectivement, on ne va pas être grotesque, on ne va pas enseigner l'histoire des Gaulois dans les colonies. Alors, du coup, on va faire un enseignement graduel. On va commencer par dire que, non, il y a 2000 ans, ce n'étaient pas les Gaulois, vos ancêtres, mais on va progressivement les amener à quand même prendre conscience à quel point la nation France a eu raison d'être là et d'occuper pour les amener justement à cette civilisation désormais universelle. Tout ça pour vous dire que cette question de comment c'est venu travailler le récit national et l'enseignement de l'histoire n'est pas une question récente. Alors je fais un grand saut parce que j'ai peu de temps, mais en revanche je peux dire que depuis 30 ans, donc vous voyez je passe à un siècle d'après, depuis 30 ans, un siècle après, je veux dire la Troisième République, la question se pose autrement. Elle se pose autrement, elle se pose de façon plus politique et aujourd'hui elle se pose évidemment de façon beaucoup plus grave. Pourquoi ? D'abord parce que la fin des années 70 et le début des années 80, c'est-à-dire une fois les décolonisations achevées, ce qui n'est évidemment pas rien dans l'histoire, correspondent en France à un moment politique extrêmement fort lié à ce que l'on appelle dans notre jargon la culturalisation de la question de l'immigration. Autrement dit, une façon de parler de l'immigration, et principalement l'immigration coloniale et postcoloniale, qui va la référer à ses appartenances culturelles. Grosso modo, on ne va plus dire le travailleur immigré, on va dire l'immigré maghrébin, et puis bientôt on va dire l'immigré musulman. Cette catégorisation culturelle, ce qu'on appelle une catégorisation culturelle, le fait d'assigner à une culture des catégories de population dans une société, eh bien l'école y contribue. Et notamment l'enseignement de l'histoire y contribue. Ma thèse a consisté à aller voir des archives de construction des programmes, et j'ai bien vu que les gens chargés à partir de la fin des années 70, début des années 80, de construire les programmes, pas simplement d'histoire, mais en particulier d'histoire, se sont posé la question suivante, qui est une question absolument majeure et qui est totalement dans notre problématique. Ils se sont posé la question suivante: il y a désormais dans les classes des enfants différents, des enfants de cultures différentes, d'origines différentes, ces enfants qui viennent d'Afrique du Nord principalement, ils sont nommés tels quels, et la question qu'ils se posent, c'est comment doit-on composer avec ces enfants différents? Doit-on garder des programmes qui gardent la même matrice que ceux de la Troisième République, ou doit-on adapter, revoilà l'adaptation, doit-on adapter les programmes à la présence de ces enfants qui sont porteurs d'autres cultures, d'autres valeurs, etc. J'insiste là-dessus parce que la question coloniale, elle va immédiatement se greffer à ce questionnement-là. Autrement dit, la question coloniale va devenir un contenu d'enseignement, comme on dit, une thématique, un contenu d'enseignement qui va être mobilisé dans le cadre de la problématisation
de la présence de ces enfants dans l'école. Pour le dire plus simplement, certains vont dire il faut enseigner l'histoire coloniale, l'histoire des anciennes colonies pour que ces enfants se sentent bien accueillis. Et d'autres vont dire il ne faut surtout pas enseigner l'histoire coloniale qui est une histoire sombre, qui est une histoire grave, parce que c'est une histoire qui risque de ne pas apaiser les relations sociales à l'intérieur des classes. Et en fait, cette problématisation, c'est-à-dire ces deux pistes d'une certaine manière, cette problématisation se configure dans les années 80. Je vous raconte simplement un passage qui est absolument éclairant par rapport à cette problématique-là. On est au milieu des années 80, le ministre de l'Éducation est Chevènement. Et Chevènement mandate l'un de ses proches, l'un de ses amis, qui s'appelait Jacques Berck, qui était un spécialiste du Coran, spécialiste de l'islam, au Collège de France. Il le mandate sur une mission qui s'appelle « L'école et les enfants de l'immigration ». Jeanne d'Arc monte une... Jeanne d'Arc, enfin dis donc. Alors celle-là, je ne l'avais jamais faite. Y a-t-il un psy dans la salle ? Donc, Jacques Berck monte sa commission et réunit un certain nombre de personnes et tire des conclusions qui, je le fais à la hache, faute de temps, mais ces conclusions qui disent, voilà, donc effectivement, je prends acte de la présence de ces enfants dans les classes et je demande que l'on enseigne la langue arabe à l'ensemble des enfants, pas simplement aux petits arabes, que l'on enseigne, il appelait ça les cultures d'apport, à l'ensemble des enfants, que l'on enseigne l'histoire de l'immigration et que l'on enseigne, disait-il, la culture méditerranéenne. Et il fait un rapport qui est publié, qui est mis entre les mains de Jean-Pierre Chevènement. Au même moment, les programmes d'éducation civique sont en train d'être réécrits. Et les programmes d'éducation civique, celui que Chevènement nomme, c'est Claude Nicollet, qui est un historien spécialiste de la République romaine. Et Claude Nicollet, alors lui, c'est exactement l'inverse. C'est pour ça que je vous prends ce passage. Claude Nicollet est quelqu'un qui défend vraiment la citoyenneté comme forme de dépassement des identités pour penser l'universalisme républicain. Et il y a à ce moment-là un débat absolument savoureux entre Mona Ozouf, désormais signataire de la Tribune des 80, c'est vraiment bien triste, et Claude Nicollet. Et Mona Ozouf, en tant que bretonne, le débat il est accessible, vous pouvez le trouver dans la revue Le Débat, justement, donc celle de Nora, signataire également de la Tribune des années 80. Et Mona Ozouf, au nom de sa culture bretonne, demande à Claude Nicollet de prendre en compte l'existence de la pluralité culturelle, et elle a tout un développement, c'est quand même une historienne de la Révolution française, elle a tout un développement pour le convaincre que ce n'est pas en contradiction avec l'universalisme républicain. Et c'est un débat d'intellectuels, évidemment, c'est un débat extrêmement posé, mais c'est un débat qui est très ferme aussi. Et donc, on se retrouve milieu des années 80 avec deux rapports. Claude Nicollet, qui dit « Attention, ne mettons pas le doigt dans la question des identités », et Jacques Berck, qui dit « Il faut au contraire être dans une optique de reconnaissance des différences en introduisant une histoire qui va permettre à tous ces enfants de se sentir bien. » Chevènement va arbitrer plutôt côté Nicollet que côté Berck. Alors certains vont dire « Oui, c'est pas très étonnant parce que vous connaissez le Chevènement d'aujourd'hui », mais il a, on le voit dans les archives, extrêmement hésité. Et il n'était pas du tout hostile aux thèses de Jacques Berck, et s'il les refoule, ce n'est pas simplement pour des questions idéologiques, c'était pour des questions plus compliquées aussi administratives. Vous voyez, à ce moment-là, ces années 80, j'insiste là-dessus, il faut y revenir, parce que ce sont des années au cours desquelles, justement, ces deux pistes se mettent en place, c'est-à-dire celle d'une politique de la reconnaissance qui serait compatible avec un universalisme républicain, et celle, au contraire, d'une politique d'indifférence aux différences, comme disait Bourdieu, et de dépassement des identités par des questions de citoyenneté. Et j'insiste là-dessus parce qu'à cette époque-là, au milieu des années 80, les gens dialoguent. C'est pas gauche et droite, etc. Ça n'a rien à voir. Les gens dialoguent parce que les gens sont en prise avec le même souci de générosité vis-à-vis de ces enfants. En réalité, ce ne sont pas du tout des gens qui sont hostiles à ces enfants, comme on peut le trouver aujourd'hui dans les tribunes comme celle qui a été citée, où là on a une vraie hostilité à ces enfants. En réalité, du côté de Nicollet comme du côté de Jacques Berck, il y a le souci de dire
c'est au nom de la générosité vis-à-vis de ces enfants dans les classes que nous devons trouver une solution qui fasse en sorte que ces enfants se sentent bien. Où on en est aujourd'hui, eh bien, ça va très mal. Ça va très mal parce que ces deux chemins entre lesquels il y avait à cette époque-là des chemins de traverse, ces deux chemins se sont fortifiés. Ces deux chemins sont désormais enfermés dans des barbelés et ne dialoguent plus du tout. Et on a effectivement, comme le décrivait très bien Jean-Louis Ancel, donc je ne vais pas revenir dessus, mais on a effectivement des groupes qui réclament un enseignement qui soit uniquement mis au service de leur reconnaissance et de leurs revendications culturelles, quitte à tordre les faits historiques, hein, et ce sont une partie, pas tous, hein, mais de la pensée décoloniale qui considère qu'il y a des gros tabous autour de l'histoire de la colonisation, etc., et que enseigner la colonisation, c'est véritablement un moyen de se forger un entre-soi. Hein. Et il y a d'un autre côté, et de manière, je dirais, beaucoup plus caricaturale, des gens qui considèrent aujourd'hui, ou qui sont pas loin de considérer aujourd'hui, que enseigner le fait colonial, c'est faire, je cite, de l'ethnomasochisme repentant, hein, et qu'il ne faudrait plus du tout parler du passé colonial, puisque ce serait ouvrir un vase de Pandore, fabriquer de l'anti-France, etc., etc. Et dans tout ce marasme de gens qui ne savent plus dialoguer et qui ne savent que caricaturer des positions, dans tout ce marasme, les programmes d'histoire, une fois de plus, sont pris en otage. Ceux qui sont chargés de les écrire également, les pauvres, hein, si j'ose dire, parce qu'écrire un programme, c'est extrêmement difficile. Et on se trouve dans une conjoncture politique qui est tout à fait... je veux dire à l'image de la conjoncture politique actuelle, c'est-à-dire hashtag pas de vague, comme on dit. Hein. Donc, donnons une part de gâteau à tout le monde. Et évidemment, au milieu de ça, des enfants qui ne comprennent rien, évidemment, au récit historique qui est censé leur être enseigné, puisque de toute façon, il n'y a plus aucune cohérence, hein, dans ce qui leur est enseigné par rapport justement à la réalité historique. Alors, comment faire ? Eh bien, moi, j'aime beaucoup la définition qui vous a été donnée par Jean-Louis Ancel, que j'ai entendue comme une forme d'universalisme, en fait, capable de digérer tous ces débats. Voilà, hein, c'est-à-dire ce que vous appelez aussi l'universalisme d'engendrement. C'est un universalisme qui rend possible... d'engendrement, pardon, c'est un décidément, aujourd'hui, je lapsus. C'est un universalisme qui rend possible aussi l'existence de ces débats, et je dirais le dialogue. Voilà, ce qu'on a perdu, hein, et le danger de l'universalisme aujourd'hui, et la raison pour laquelle vous avez sans doute fait cette université d'automne, c'est que cette possibilité de dialogue, elle a été aujourd'hui totalement oubliée, et elle est remplacée par des guéguerres de tranchées, en effet, et guéguerres de tranchées qui, moi, sont évidemment à mon niveau extrêmement inquiétantes, parce que ceux qui en font les frais, eh bien, ce sont les jeunes générations. Voilà, merci beaucoup.